et ils l'ont saisi en 49 points, dont le plus important réside dans la libération de ses leaders politiques. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le procès à la haie du président Laurent Gbagbo, l'affaire des écoutes téléphoniques de Guillaume Soro et l'actualité au Burkina Faso avec l'envoi de troupes à la frontière avec la Côte d'Ivoire sera au menu de la première partie de Face à l'actualité. Et dans la deuxième partie, nous nous rendrons à Addis Abeba où se tient actuellement la semaine de l'Union africaine, le sommet qui en cette édition est consacré aux droits de l'homme. On s'interrogera donc sur l'approche genre abordée par ce sommet. L'approche genre, on le rappelle, l'Union africaine qui consacre ce 26e sommet aux droits des hommes, consacré, permettez la répétition, aux droits des femmes. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver une fois de plus, le panel juste derrière cette transition. C'est un plaisir donc de vous retrouver pour cette autre édition. Permettez la répétition et je m'en vais vous présenter le panel qui constituera cette édition. On rappelle qu'il va être comblé au fur et à mesure en fonction du développement des différents sujets. Avec moi donc, il est déjà là, il est coach en développement personnel. Monsieur Paul Ken, bonsoir, bienvenue à Face à l'actualité. Bonsoir Juliana, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs, bonsoir au peuple sénégalais à qui j'ai un réel plaisir de me souvenir parce que ce pays, depuis un certain temps, brille notamment par une équipe qui a veillé au respect de la démocratie, par un chef d'État qui est en train de réduire son mandat et bien entendu par une équipe scientifique qui est en train de voler au secours du peuple brésilien attaqué par le virus de ce qu'on appelle Zika. Merci à vous, Monsieur Ken, de nous rappeler ces faits d'actualité qui font la fierté de l'Afrique. Avec nous également, c'est un homme politique bien connu des plateaux d'Afrique Média, président Bandakani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Julien Atada. Bonsoir la galaxie panafricaniste du monde entier. Bonsoir mon copanéliste Paul Ken. C'est toujours un plaisir pour moi d'être au rendez-vous. On avait annoncé des dames de poigne en cette édition, des dames politiques ou juristes. Malheureusement, il y a Marianne Simon et Canet, qui est une grande militante politique, avec qui on aurait dû échanger depuis la haie, où elle se trouve actuellement pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Cela ne sera plus possible. Elle m'a donc chargé d'adresser ses excuses les plus sincères à l'endroit de nos téléspectateurs et on espère la voir dans les prochaines éditions sur nos plateaux. Une autre dame qui nous retrouvera dans la deuxième partie de ce débat, elle est juriste, elle est avocate au barreau du Cameroun. Il s'agit de Maître Tchakounté. On aura l'occasion de l'accueillir. Mais avant, déroulons le tapis rouge à ce militant de la jeunesse panafricaine, Jules Ndiaoué, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jules et bienvenue. Bonsoir Tada, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir aux panélistes, bonsoir à cette Afrique qui s'est encore mobilisée ce soir pour suivre le débat sur l'actualité, face à l'actualité sur Afrique Média. Nous remercions tous ceux qui nous accompagnent au quotidien dans cette lutte pour la libération totale de l'Afrique. Merci à vous Jules et bienvenue. Nous serons également duplex de N'Djamena au Tchad où je vais envoyer l'antenne à Isaac Dimanche qui aura l'honneur de présider ce panel-là. Bonsoir très cher et bienvenue. Bienvenue à votre panel aussi. Juliana Tada, bonsoir. Bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique. N'Djamena est très heureux et mobilisé pour vous accueillir. Vous avez le tapis rouge également du côté de N'Djamena. Nous serons en direct avec vous et j'ai deux personnes qui ont fait honneur à Afrique Média. Ici, nous avons le directeur adjoint de droits de l'homme. Il s'appelle Kalandi Naidandi. Et il sera à N'Djamena pour porter la voix du Tchad. Nous avons également un autre panéliste, il s'appelle Dunia, et il est un habitué de cette émission, et il va bien sûr être à la hauteur de ces débats de ce soir. Monsieur Kalandi, bienvenue. Dans la suite du débat, je m'en vais donc
Pour ce qui est du premier sujet qui nous intéresse, Président Banakani, l'on parle du procès du l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et ce militant politique, Blé Goudé. Alors, d'entrée de jeu, on a parlé de ces anciens chefs d'État du continent qui ont saisi la procureure de la CPI pour demander la libération de Gbagbo comme gage de la paix et de la justice en Afrique et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela signifie et quelle est même la symbolique de cette sortie d'ancien président? D'abord, il y a une symbolique majeure. Ce sont d'anciens chefs d'État. C'est-à-dire qu'ils ont occupé des fonctions suprêmes. Et c'est une signification très importante dans ce qu'on peut appeler la diplomatie morale. La diplomatie morale. C'est-à-dire que quand 3 chefs d'État de cette nature-là, émanant du continent africain, signent une déclaration comme celle-là pour demander la libération de M. Laurent Gbagbo, ça signifie 2 choses. Sur un plan purement symbolique, ça affaiblit considérablement, une fois de plus, l'autorité juridique de la CPI. Premièrement. Deuxièmement, ça renforce le camp. Ça agrandit le socle international de tous ceux qui souhaitent la libération de M. Laurent Gbagbo. C'est très important. Ces 2 dimensions-là, dans la démarche des chefs d'État, est un appui, est un apport, est un plus extraordinaire. Mais surtout, nous devons être très fiers ici à Afrique Média. Parce que ça commence à bouger dans les lieux où ça ne bougeait pas. Et ça n'a pas été facile. Nous avons crié. Et si déjà les chefs d'État, des anciens dirigeants, se lèvent pour le faire, ne seront pas plus modestes que la modestie. Nous devons être fiers à Afrique Média de voir que le travail porte. Je voudrais ajouter ceci. Si en plus, parce qu'il y a des indiscrétions qui disent que peut-être Jules Ndiaye va peut-être mieux nous informer par rapport à ça. Même au niveau américain, ça commence à bouger là-bas. Avec des sénateurs qui commencent à se lever pour dire que cette affaire-là, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire qu'il y a maintenant, sur le plan international, un consensus sur le fait que, le dossier du président Gbagbo est vide. Ça veut dire qu'on a détenu quelqu'un, l'ancien président, même pas un ancien président, parce qu'il a été enlevé le pouvoir par la force. Ouais. On détient un président, un chef d'État, sur la base d'aucun motif juridique. Puisque Mme Bensouda a eu le temps pendant près de 5 ans aujourd'hui, de trouver un seul motif, elle n'arrive pas à le faire. Donc il est détenu sur la base d'aucun motif. Le dossier est vide. Alors pourquoi est-ce qu'il est en prison? C'est clair. On a fait un procès politique. Et si on a fait un procès politique, comme maintenant personne ne peut le constater, ça pose encore une fois de plus sur la table la problématique de l'existence de la CPI. C'est quoi ce machin-là? C'est un tribunal? C'est une cour de justice? Ou bien c'est un club c'est-à-dire que comment on appelle ça? C'est une case de déportation. Une fois que la communauté internationale autoproclamée ne veut pas d'un président, on le déporte, comme on l'a fait à l'ouverture aux autres, on le déporte dans un endroit qu'on appelle la CPI. Ouais. Alors, ça pose la problématique une fois de plus, dans quel monde on se trouve? Comme tout à l'heure, j'écoutais Blé Goudé lors de son procès. On est dans quel monde? Où le tort devient la raison, et la raison devient le tort. Merci à vous, Président Banakani. Vous avez interpellé Jules Ndiaye tout à l'heure. Alors, Jules, il y a ces voix, et non des moindres, des grandes voix qui s'élèvent sur le continent et en dehors pour demander la libération de Laurent Gbagbo. Comme quoi, sans cette libération, la paix ne peut pas revenir aussitôt en Côte d'Ivoire. Oui, Tada, mais il y a surtout que les alliés d'hier du camp Ouattara commencent à ne plus s'entendre sur la suite de la procédure. Puisque, comme le disait tantôt M. Bandakani, il y a une quinzaine de sénateurs démocrates qui ont coalisé et qui ont fait une pétition. Ils l'ont adressé au gouvernement américain demandant la libération immédiate de Blé Goudé, du camarade Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Les lignes commencent à bouger. Mais pourquoi les lignes bougent?
Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la grande criminalité organisée par un sionisme piloté par Soros est en train de s'effriter. Vous voyez que Bensouda, 5 années après, ne peut pas produire des preuves. Elle est allée jusqu'à demander à la Cour le report et la Cour lui a opposé un refus, une fin de non-recevoir. Parce que voyez-vous, tous les États du monde, dans toutes les démocraties, le système judiciaire a ce qu'on appelle les délais d'instruction. Et ces délais d'instruction sont bien déterminés. Chez nous, dans mon pays, le Cameroun, on n'excède pas 24 mois. Ailleurs, le maximum qui devrait être, c'est 36 mois. Mais dans le cas de cette cour qui est venue pour rendre justice en bafouant les règles déontologiques de la justice, ne serait-ce que sur la question de détention provisoire, démontre à suffisance que c'est un outil qui a été fait à tête chercheuse. Mais regardez maintenant, la France, elle est silencieuse. La France d'Hollande, on peut l'assimiler à la France de Sarkozy, mais ce n'est pas la France de Sarkozy. La France d'Hollande, aujourd'hui, refuse de se salir parce qu'elle connaît très bien que ce n'est pas elle, la gauche, qui est à l'origine de tout ce spectacle. Regardez encore, c'est les mêmes sénateurs américains qui ont dénoncé le fait que 27 milliards de dollars appartenant au couple Ouattara soient dans des comptes américains. Mais Jules Diawé, vous mettez en doute cette assertion qui veulent que la politique occidentale, si vous voulez, la politique internationale des pays de l'Occident soit la même, quel que soit le parti qui se retrouve au pouvoir. Oui, mais il faut bien savoir, ma soeur, lorsqu'on sort d'une élection, on a 4 ans pour tenir compte de ces éléments. Mais dès lors qu'on est en phase de réélection, on utilise les faiblesses de l'allié interne pour le fragiliser sur le plan interne. C'est ça la vérité. Nous sommes à une année des élections en France. Il n'est pas question pour la France, pour la gauche française de perdre le pouvoir. Et la gauche française va utiliser va user de tous les moyens, mettre en facteur les faiblesses du système Sarkozy pour fragiliser Sarkozy afin de l'empêcher de revenir au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'occasion est là. C'est-à-dire, stratégiquement, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'appuyer sur l'accélérateur afin que la justice internationale essaye de se rattraper. Mais nous n'allons pas oublier tous les mouvements qui se sont levés, toutes les voix qui sont levées sur le continent. Notre mouvement, par exemple, a pu faire une pétition de près de 25 000 signatures. Il y a un autre mouvement en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, qui a fait une pétition de près de 1,5 million de signatures demandant la libération de Laurent Gbagbo. Toutes ces actions ont eu un impact positif dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc moi je suis convaincu et persuadé que d'ailleurs le président Laurent Gbagbo sortira de prison. Et n'oubliez pas, depuis 2 jours, il y a aussi que les juges en charge du dossier à la CPI ont fait savoir à Bensouda qu'il y avait les éléments du camp d'en face à appréhender, notamment Guillaume Soro. Donc, les lignes bougent, mes frères. Je suis convaincu et persuadé que le travail que nous avons mené depuis 5 années à Afrique Média est en train de porter ses fruits. Donc, quand nous avons traités pour de fous, les mêmes aujourd'hui seront contents et joyeux de voir le président Laurent Gbagbo libéré dans quelques jours. Merci à vous, Jules Diawé. À vous entendre, on comprend que la pression est en train de changer de camp. Mais je vais m'adresser à vous, Paul Ken. Ces chefs d'État estiment dans leur pays de l'OAE que la libération de Laurent Gbagbo peut contribuer à la réconciliation et l'unité nationale en Côte d'Ivoire et permettre au pays d'atteindre ses objectifs de paix, à supposer que le scénario soit réalisable avec les différentes crises que traverse l'Afrique de l'Ouest devenue un nid d'attaque. Alors, que pourra Gbagbo pour ramener la paix? Est-ce que sa simple présence est un gage? Surtout que les attaques qu'ont connues le Burkina Faso ces dernières semaines, si vous voulez, ces derniers mois, ne sont pas commanditées par des terroristes ordinaires. Oui, Julien, avant de répondre à votre question, je voudrais relever 2 choses qui ont été dites, notamment sur les chefs d'État, les anciens qui apparemment ont pris position en faveur de la libération de Laurent Gbagbo. Et je voudrais rappeler ici que la CPI dont on parle avec beaucoup d'attaques
à l'encontre de sa manière de fonctionner, elle a été mise avec le consentement des chefs d'État africains. Et à l'époque, ces chefs d'État qui ont contribué à la mise en place de la CPI pensaient que seuls leurs opposants allaient se retrouver là-bas. Mais quand le couteau s'est retourné sur eux, ils se sont retrouvés en difficulté et n'arrivent pas à le reconnaître. Et je suis un peu étonné de constater que parmi ces chefs d'État, des anciens qui réclament absolument la mise à mort de la CPI, qui est certains qui ont servi la France-Afrique, dont tout le monde regrette les actions en Afrique. Et en dehors de Jerry Rawlings qui a remis le Ghana en état de marche, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent nous dire qu'ils ont bien rendu service à l'Afrique. Et également, quand j'écoute M. Ndiaye parler, on a l'impression que ceux qui sont à la CPI ne sont que des injustes et qu'ils s'attaquent à des personnes uniquement juste parce que leur tête ne les plaît pas. Mais je pense qu'on ne peut pas venir vous mettre en accusation et surtout programmer un procès si, dans 2 jours, Laurent Gbagbo n'a rien commis comme crime. Je suis sûr qu'il sortira. Mais je crois que nous devons laisser la possibilité. Mais il y a que M. Ken, ça fait longtemps qu'il est détenu, jusqu'ici depuis 2013, où l'accusation était censée fournir des preuves. Appelons que la Chambre, qui s'était réunie avant d'amener l'affaire devant le tribunal, avait estimé que les preuves jusqu'ici portées à son endroit restaient légères. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de dire les choses, parce que dans 2 jours, dans 48 heures, je suis sûr que les preuves seront présentées. Nous, ici, il y a une rhétorique partisane qui tend à le disculper avant même de l'avoir jugé. Je pense que nous devons laisser la possibilité à ceux qui sont chargés de le faire. Parce que ici, quand on est partisan de quelqu'un, automatiquement, on trouve qu'il est injuste de le détenir. C'est tout à fait normal. Mais je dis, en ce qui concerne ce procès, vous avez parlé tout à l'heure, si ça pouvait contribuer au retour de la paix au cas où Laurent Gbagbo, je pense que beaucoup doit couler sous le pont. De 2011 à 2016, je crois que même ceux qui sont en place ne souhaitent pas que la situation reste tendue. Donc il va falloir absolument que à la CPI, où on retrouve notamment la politique et le droit, qu'on essaie de trouver une voie de solution permettant à ce qu'une véritable paix. Parce que, quoi qu'on le dise, la Côte d'Ivoire est en train de se retrouver économiquement en proposition, mais il va falloir que les 2 frères ennemis se parlent réellement. Ce dialogue-là manque encore. Merci à vous, M. Ken. Il y a Dalvaris Ngunju qui nous a retrouvés. Bonsoir Dalvaris, bienvenue. Je vais adresser à votre endroit la question précédente. À supposer que M. Gbagbo soit mis en liberté, est-ce que sa présence, son retour en Afrique de l'Ouest est un gage de retour à la paix dans cette région-là? On rappelle que l'actualité en Côte d'Ivoire est très liée à celle du Burkina Faso. Et il y a que, on peut bien le constater pour le regretter, c'est que les attaques terroristes au Burkina, malheureusement, n'ont pas été perpétrées, semblent ne pas avoir été perpétrées par des terroristes ordinaires. Comment est-ce que Laurent Gbagbo pourrait-il ramener la paix dans cette Afrique de l'Ouest? C'est une excellente question, Juliana. Mais avant de répondre à cette question, je ne pourrais manquer d'adresser un hommage à la famille des victimes des attentats hier au Cameroun, à Bodo, avec près de 30 morts. Pourquoi? Parce que cela fait beaucoup de mois déjà que le Cameroun en souffre, que le Nigeria en a souffert et continue de souffrir, que le Tchad, que le Niger, mais surtout le Mali et le Burkina dont vous êtes en train de faire allusion. Mais il y a de cela quelques jours, il s'avérait qu'il y a un agent recruteur d'armée qui a été arrêté au Rwanda, précisément à Kigali. Ce qui montre que la pieuvre terroriste est en train de tendre ses tentacules. Mais cela nous montre également que l'attaque globale, ou alors la menace globale terroriste sur le continent, c'est une menace, excusez-moi la tautologie, globale, et il faudrait à cela une réponse globale. Mais, rentrons à votre question. Cela démontre également qu'il y a un lien direct entre des personnes qui sont en train d'utiliser les terroristes pour atteindre un certain nombre de fins géopolitiques, qui, exemple du Burkina dont vous êtes en train de faire allusion, et ce sont ces mêmes personnes qui sont en train d'utiliser la CPI pour mettre en rang un certain nombre de chefs d'État africains. Parlant du cas d'espèce,
Vous savez, dans la psychologie des personnes, il y a ce qu'on appelle les prescripteurs, il y a ce qu'on appelle les leaders, il y a ce qu'on appelle des références. Ça veut dire, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent vous dire de monter ou de descendre. Vous êtes plus disposé à obéir parce qu'il s'agit de telle personne. Et dans le cas d'espèce, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font partie de ce type de personnes en ce qui concerne la crise ivoirienne. Il y a plusieurs logiques. La première logique, c'est celle qu'ont évoquée les précédents panélistes. Non seulement le document qui a été signé par Chizano, Soglo, Tabombeki, etc., mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la logique. La logique voudrait que quoi? Que dans une affaire juridique, dans une affaire de justice, il y a ce qu'on appelle les antagonismes. Et c'est au niveau des antagonismes que la vérité éclate. Qui dit antagonisme dit deux acteurs opposés. Mais il ne peut pas avoir antagonisme, il ne peut pas avoir de digne vérité quand ce ne sont que les acteurs d'un seul camp qui sont arrêtés. En l'occurrence, Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Quand on quitte cette logique-là, on va de l'autre côté. Si nous rentrons même au début même de la crise, tout est en train de peser en la faveur du président Gbagbo. Avant même la crise pour l'électorat, au début des années 2000, rappelons-nous, il y avait eu le début de la crise en Côte d'Ivoire. Bédié était en exil. Ouattara était en exil. C'est le président Gbagbo qui accepte de faire un gouvernement d'union nationale. C'est lui qui prend disposition pour que Ouattara et Bédié puissent rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Mais de nos jours, ces gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent et c'est le président Gbagbo qui est en prison. Mais avant même cela, le concept de l'ivoirité qui a plus ou moins mis le feu aux poudres, ce n'est pas un concept du président Gbagbo. C'est Bédié qui avait premièrement commencé à faire allusion à cela. Et quand le président Gbagbo est venu, il voulait la paix dans son pays. C'est par son pouvoir discrétionnaire de chef d'État qu'il prend les dispositions pour que Ouattara puisse se présenter au présidentiel. C'est un homme de paix. Quittons cela. Il y a une rébellion qui est organisée au nord du pays. Mais Gbagbo, c'est quelqu'un qui veut la paix. Il continue à payer les fonctionnaires sur l'ensemble de la nation. Malgré que toutes les richesses de la moitié nord du pays aient transférées par le Burkina Faso pour pouvoir l'asphyxier sur le plan économique. Non seulement il accepte de payer tous les fonctionnaires, mais surtout de l'autre côté, le président Gbagbo prend les dispositions pour faire un grand gouvernement d'union nationale. N'oublions pas, Cellou Diarra était premier ministre de la rébellion. Gbagbo a accepté de devenir premier ministre dans son gouvernement d'union nationale. Il est allé au-delà de cela en nommant jusqu'à le chef de la rébellion. En l'occurrence, le président Guillaume Soro a été premier ministre de son gouvernement. Nous quittons là. Il y a une crise électorale. Gbagbo dit, il n'y a pas de problème. Vous discutez que vous avez gagné, je ne nie pas. Si vous avez gagné, recomptons les voix. Là, on refuse. Là, on dit, nous ne pouvons pas compter. Or, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout, il y a une possibilité de recomptage des voix. Celui qui a gagné, gagne. Gbagbo dit, recomptons. Mais le camp d'en face dit, ne recomptons pas. Curieusement, aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est en prison. Ceux qui ont contesté avec la force sont libres en Côte d'Ivoire. Mais quand nous quittons au-delà de là, n'oublions pas que Gbagbo avait pris les dispositions. Ça se cache toujours. Les gens n'ont pas voulu que cela sorte. Mais le président Gbagbo avait dit à un certain moment, puisque vous êtes en train de contester, puisque le sang des Ivoiriens est en train d'être versé, j'accepte de laisser le pouvoir. Il en avait saisi l'Union africaine. L'Union africaine était disposée à venir assurer cette médiation-là pour que le président Gbagbo sorte de la Côte d'Ivoire. Mais la France et les États-Unis ont pris disposition pour torpiller cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un plan écrit et il fallait implémenter ce plan pour humilier le président Gbagbo dans la mesure où ça devrait être l'exemple à utiliser pour faire comprendre ce qui pourrait arriver au chef d'État africain qui essaierait d'avoir des velléités de souveraineté et d'indépendance. Moi, Juliana, si nous regardons tant du côté de la manière dont la justice est en train d'être implémentée au niveau de la CPI, ou de cette note qui a été signée par les anciens chefs d'État, ou même du côté de la logique de la crise ivoirienne, tous les éléments sont en train de plaider à ce que le président Laurent Gbagbo puisse être libéré. Surtout, n'oublions pas qu'en dehors de Laurent Gbagbo, j'ai toujours dit cela, tout ne s'arrête pas au président Gbagbo ou à Charles Blé Goudé. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui ne vivent plus en Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent au Cameroun, beaucoup sont au Libéria, beaucoup sont au Ghana. Mais nous sommes des Africains, nous sommes des hommes solidaires, nous sommes des êtres grégaires. Nous aimons vivre avec la famille, nous les Africains. Ça veut dire quoi? Que les Ivoiriens qui sont hors de leur pays aimeraient rentrer dans leur pays librement, voyager quand ils veulent, être avec leurs proches. Eux aussi, cette réconciliation les touche. Et tout à fait. Le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire pour pacifier le pays est d'une importance capitale. Non seulement pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais pour les Ivoiriens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la sous-région dont vous parlez tout à l'heure. Parce que la crise au niveau du Burkina Faso a des liens directs avec la crise ivoirienne. Celle de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, d'Alvarez Ngunju. Alors, président Banakani, quand on ressasse tous les différents événements qui ont conduit à la détention
du président Laurent Gbagbo à la CPI. Alors, on peut bien se demander à qui profite le fait que ce dernier continue à être détenu jusqu'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai essayé de démontrer que c'était un procès politique. C'était une déportation. D'abord, il faut rappeler que lorsque monsieur le président Gbagbo est déporté à La Haye, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le statut de la CPI. Il faut rappeler ça, mon ami Paul King. La Côte d'Ivoire, c'est après sa déportation que la Côte d'Ivoire rapidement vient ratifier. Ça veut tout dire. Donc, il n'y avait aucun élément juridique qui justifiait qu'on le déporte à la CPI. Aucun. Donc on est là dans une situation de non-droit. Ce sont des voies de fait. Ce sont des voies de fait pour rester poli, des voies de fait. Alors si on cautionne les voies de fait, c'est valable quand l'autre les subit. Mais demain vous pourrez les subir, y compris vos proches. Et qu'allez-vous faire en ce moment-là? Donc, deuxièmement, lorsqu'on dit que les partisans de Gbagbo, alors si nous sommes partisans, ça veut dire que ceux qui sont contre Gbagbo sont aussi des partisans. Il faut qu'ils assument qu'ils sont partisans de M. Ouattara. Ils ont le droit, mais il faut qu'ils l'assument. Mais il y a des faits. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que des gens acceptent qu'on vienne bombarder le palais présidentiel d'un pays? Une force étrangère vient bombarder le palais présidentiel d'un pays. C'est pour régler quel contentieux électoral? Est-ce qu'un contentieux électoral peut justifier de telles choses? Ce sont des questions simples. Il faut quand même que, quand on veut contrer les arguments des uns des autres, qu'on apporte des arguments plus forts. Quand on voit la crise ivoirienne, les faits historiques sont tellement têtus que ceux qui veulent défendre M. Ouattara n'auront jamais les arguments, ils n'auront jamais l'histoire avec eux. Les faits sont tellement têtus. Tellement têtus. Donc, pour dire que, Jonathan, pour revenir à votre question, c'est simple, c'est clair. Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. On peut convoquer l'histoire de Christian Louverture. Premier général nègre. Je peux dire j'utilise le mot nègre à dessein. C'était l'esclave. Il a fait une guerre de libération. Il a libéré Haïti. Il a fondé la première république moderne nègre du monde, Haïti. Les Français l'ont déporté. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Il a été déporté parce que l'enfant chéri de la communauté internationale, M. Ouattara, devait arriver au pouvoir. Je termine avec cette affaire où on parle de... On dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est au top. C'est pas possible. Je voudrais rappeler que lorsque Houphouët-Boigny était président, on appelait la Côte d'Ivoire le miracle économique africain. Assez rapidement, oui, président Banakani, parce que ce n'est pas question de l'économie. Non, parce que les gens nous écoutent. C'est-à-dire que on appelait la Côte d'Ivoire le miracle économique africain. Alors, avant sa mort, à quoi ressemblait ce miracle? Pendant qu'il dirigeait, le pays était un miracle économique et M. Houphouët-Boigny payait la location de la présidence ivoirienne à la France. C'est-à-dire qu'il louait. Il dit que le palais présidentiel, les Ivoiriens louaient le palais. C'est-à-dire que la France louait le palais présidentiel aux Ivoiriens, louait le palais du Parlement ivoirien aux Français. C'est ça qu'on appelle miracle économique. Moi, ça me fait sourire. Merci à vous, Banakani. Je vous en prie, Monsieur Ken, on va revenir à vous. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de réagir. Permettons à notre panel de N'Djamena également de s'exprimer sur cette question. Je vous renvoie donc l'antenne, Isaac Dimanche. Merci Juliana. Et ici, à N'Djamena, nous sommes impatients également de parler de ces procès historiques de demain. Et ici, je m'en vais poser la toute première question à mes invités et c'est surtout à vous, Monsieur Kalandi Naidandi. Comment comprendre que Gbagbo est en prison et que la Côte d'Ivoire demande de ne pas présenter d'autres autorités à la CPI? Merci, Monsieur Isaac. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les amis panélistes de l'autre côté. Et il faut reconnaître que ce problème ivoirien, à savoir le procès de Gbagbo à La Haye, coule beaucoup d'encre depuis 5 ans. Nous suivons l'actualité ivoirienne religieusement. Gbagbo en prison, en principe pour nous, on devait se poser la question quel est l'apport pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à la paix. C'est vrai, nous faisons l'historique
les différentes étapes qui ont conduit à l'arrestation de Gbagbo. Nous savons que c'est une situation purement politique qui a conduit la Côte d'Ivoire à cette situation. Mais aujourd'hui, des chefs d'État, les moindres, non des moindres, qui s'interposent pour interférer auprès de la Cour pour qu'enfin le président Gbagbo puisse trouver la liberté. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures, puisque Gbagbo, lui, il est déjà là, et que les autres ne doivent pas être interpellés également? C'est vrai, la procédure judiciaire a toujours été ce qu'on connaît, parce que peut-être que la CPI a une procédure qui voudrait bien finir avec un cas et commencer avec l'autre. Ça, c'est seul la CPI avec Bensouda qui pourront faire la chose. Mais la question que je me pose, c'est que Gbagbo, à La Haye, pendant que les Ivoiriens veulent bien aller à la paix, connaissant bien le président Gbagbo qui a une grande gueule, est-ce que ces déclarations ne risquent pas d'être incendiaires, de manière à mettre de l'huile sur le feu? Ça aussi, c'est une question. Il faut le rappeler. Ça aussi, c'est une question. Et cette situation le décor qui est déjà planté, nous ne pouvons que suivre le 28 pour, comme venait de le dire un panéliste, voir est-ce que Gbagbo aura raison ou c'est La Haye qui aura raison de lui. Et Dounia, votre appréciation de ce qui va se passer demain? Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à tous les panafricains et surtout à ces chefs d'État qui ont signé une lettre pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que sur ce plateau, j'avais réclamé où sont partis les elders qui avaient été désignés pour résoudre les problèmes de l'Afrique, parmi lesquels le défunt Mandela, Kofi Annan. Donc, si des anciens chefs d'État se sont levés pour écrire cette lettre, vraiment, je les remercie et je pense que les gens sont en train de nous écouter. Les gens sont en train d'écouter la voix d'Afrique Média. Je dis en passant, pour revenir donc sur votre question, que au plus profond de la crise, parce que j'étais pas venu il y a longtemps sur le plateau, mais je suivais les débats. Au plus profond de la crise, quand les gens prennent position par rapport à la libération de Gbagbo, pour dire que le procès n'est pas normal, il y a d'autres voix qui disent que c'est des pro-Gbagbo, et aujourd'hui j'ai écouté encore sur le plateau de Douala que c'est des partisans de Gbagbo. En notre temps aussi, on discutait beaucoup, au plus profond de la crise, on discutait beaucoup, et un jour, quelqu'un nous a traités de pro-Gbagbo. Il dit non, nous ne sommes pas des pro-Gbagbo. Gbagbo, c'est un Africain qui a élevé la voix pour la libération de l'Afrique. Et c'est ça ce que nous soutenons. Pro-Gbagbo ne veut rien dire. Alors, ça m'a amené tout de suite à comprendre que les gens veulent déplacer le débat parce qu'en Afrique, dans la culture africaine, quand 2 enfants se battent et quand une personne adulte arrive sur les lieux, il chicote les 2 enfants de part et d'autre pour les libérer. Donc aujourd'hui, on a vu que si on parle de partisans de Gbagbo, c'est que ils ont fait la guerre avec les partisans de Ouattara. Et il y a eu des morts de part et d'autre. Donc, comment est-ce possible qu'on amène ce nom Gbagbo et Blé Goudé à La Haye, alors que Gbagbo et ses rebelles étaient là, ils s'inquiètent de rien. Ouattara, autant pour moi. Ils sont là, ils s'inquiètent de rien. Donc, j'avais senti déjà, la guerre n'était pas encore finie. Gbagbo n'a pas été encore été destitué. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai pris le poème les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine que j'ai collé au mur, dont la conclusion disait: selon que vous êtes riche ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, avant même que Gbagbo ne soit arrêté et d'être déporté ensuite à la prison de La Haye, je savais déjà qu'est-ce qui va se passer exactement. Que Gbagbo sera arrêté, et comme Ouattara, il a l'Occident derrière lui, c'est Gbagbo seul et ses partisans qui seront déportés à La Haye pour être jugés. Donc ce qui se passe aujourd'hui est clair. Mais il revient encore pour rendre hommage aussi à ces démocrates américains qui ont demandé la libération de Gbagbo.
il fallait qu'ils fassent ça depuis. Ce n'est pas maintenant qu'ils viennent de découvrir cette réalité. Parce que leur gouvernement aussi avait empêché le comptage des voix dont M. Damaris parlait tout à l'heure du côté de Douala. Et je me rappelle ici au Tchad, il y a un journaliste qui a posé la question en son temps à l'ambassadeur des États-Unis ici, puisque les Américains sont en train de recompter leurs voix à la main, est-ce qu'ils peuvent aussi demander aux Tchadiens d'aller les aider à recompter leurs voix? Et l'ambassadeur américain en son temps, il n'était pas content. Donc, c'est une situation qui s'est passée aux États-Unis. Et ils ont recompté les voix à la main et ils ont résolu le problème. Donc, normalement, quand Gbagbo avait demandé qu'il faut recompter les voix, mais il fallait qu'on recompte les voix pour voir est-ce qu'effectivement Gbagbo a perdu, est-ce qu'il a gagné, et le problème allait être résolu depuis. On n'allait même pas arriver à toute cette tuerie. Ils ont laissé faire, et aujourd'hui c'est Gbagbo seul qui doit endosser la responsabilité. Nous ne sommes pas en train de soutenir Gbagbo comme ça, non. Mais il faut que la vérité se fasse. Nous devons voir ce que nous faisons dans la culture africaine. Quand deux enfants se battent, on les chicote de part et d'autre pour les séparer. La justice, je pense qu'elle doit être céleste et la justice doit être équitable. Voilà. Effectivement, la justice doit être équitable. Monsieur Kalandi, est-ce que c'est vraiment équitable et il y a une chance de recours du côté du camp Gbagbo pour demander que ça soit de la même manière, que ça se fasse de la même manière, parce que aujourd'hui il y a une demande de ne pas envoyer d'autres à la haie. Est-ce qu'il y a une chance? Monsieur Isaac, c'est une procédure qui est engagée par la CPI. Et je pense que un panéliste l'a rappelé tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est état partie à la CPI, aux accords. La CPI, c'est bien après, oui. Bien après. C'est vrai, c'est état partie. Parce que le procès, il est déjà là. Ce qui est sûr, le 28, Gbagbo se présentera à la haie. Gbagbo dira ce qu'il pense. Les juges apprécieront à juste valeur ce que Gbagbo dira. Mais attendons de voir, est-ce que la CPI va seulement s'arrêter au procès Gbagbo ou bien continuera sa procédure? Parce que de part et d'autre, nous entendons déjà, soit du côté de la France, il y a des mandats d'amener qui ont été lancés. Du côté de la Côte d'Ivoire, du Burkina, pour ne pas anticiper sur les choses, un mandat a été lancé. Ça veut dire que quelque part, les choses bougent. Et si les choses bougent, nous n'avons pas anticipé sur une procédure de justice. C'est vrai que c'est des points de vue que nous donnons. Nous émettons des points de vue. Et je dis ceci, que le débat que nous menons, c'est à sa juste valeur. Mais est-ce qu'à l'interne, en tant qu'Africains, quelles sont les étapes que nous avons entamées pour ramener les Ivoiriens à se réconcilier entre eux? Ça, c'est la question qu'on devait se poser. Parce qu'il ne sert à rien de tirer à tout moment sur la CPI, et alors que nous, à l'interne, on n'était pas en mesure d'amener la Côte d'Ivoire à de bons sentiments, d'amener les Ivoiriens à de bons sentiments pour qu'enfin la paix puisse être effective en Côte d'Ivoire. Mais je suppose que la justice sera rendue et que le peuple ivoirien reviendra à de bons sentiments. Mais il y a quand même des inquiétudes, hein, Monsieur Dounia. Le fait que Ouattara demande de ne pas envoyer encore une fois de plus les autorités ivoiriennes devant la haie, est-ce qu'il y a la chance pour Gbagbo, ou bien la partie le camp de Gbagbo, je voulais dire, est-ce qu'il y a une chance donnée à ceux-là de pouvoir engager une poursuite? Et si oui, est-ce que les panafricanistes sont prêts à accompagner dans ce sens-là? Oui, mais c'est le travail que nous sommes en train de faire. Comme mon frère Yéné vient de dire, est-ce que les Africains sont en train de faire quelque chose en interne pour résoudre le problème ivoirien et aider les Ivoiriens à aller vers la paix? Sur ce plateau encore, on a beaucoup parlé, on a fait des propositions. Et de notre côté, nous avions dit qu'il faut utiliser les artistes et les jeunes. On va constituer un groupe d'artistes et de jeunes panafricains où on viendra partout là où il y a les foyers de tension, là où il y a des problèmes, pour s'attaquer directement à ces problèmes-là. Voilà. Donc, on fait des propositions, mais on a dit, on n'a pas les moyens pour partir. Il faut que les Africains
les grandes personnalités africaines qui ont les moyens, l'Union africaine doit essayer de mettre les moyens à notre disposition pour faire ce travail. Maintenant, sur place en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai, ils ont mis sur pied la commission vérité et réconciliation, mais est-ce que ce travail a été bien fait quand le président même avait démissionné en mai? Et je reviens encore sur ce que le grand frère a dit. Peut-être que quand le procès de Gbagbo va prendre fin, qu'il soit condamné ou pas, que peut-être dans ce moment que la CPI aussi va lancer d'autres procédures contre les ennemis, entre guillemets, de Laurent Gbagbo. Mais même si ça doit se faire comme ça, mais ils n'ont qu'à le dire maintenant. Ils doivent l'annoncer maintenant pour qu'on sache qu'il va avoir la suite et que les ennemis de Gbagbo aussi seront appelés au tribunal de l'A.E. Merci bien Dounia, merci bien Monsieur Kalandi. Et nous espérons bien que ce que révélera demain le procès de Gbagbo sera peut-être un autre débat pour ce qui est du Burkina Faso, la relation Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. À vous Tatiana et Juliana, pardon. Merci à vous Isaac. On a de nombreux messages d'internautes. J'espère qu'on aura le temps de tous les lire, mais avant on prend la direction du standard. Il y a le pasteur Soua qui nous appelle du Ghana. Bonsoir pasteur Soua et bienvenue. Le pasteur Soua est en antenne, mais on a du mal à le recevoir. Bonsoir, pasteur Soua. J'espère que vous êtes toujours en ligne. On vous écoute. Alors, avant de retrouver le pasteur Soua, c'est quelques messages d'internautes. Il y a Serge Alain Makosso qui dit « Avez-vous compris la vision de votre chef déporté à la Haye, lui, le premier chef d'État africain qui a mis à genoux la haute finance internationale en mars 2011, sans oublier sa victoire militaire sur les ordres de mercenaires recrutés dans toute la zone ouest africaine et les soldats français et onusiens dont les corps ont été largués au large de l'océan Atlantique. Je vais vous dire que lui, Laurent Gbagbo, est encore au combat à la CPI et que grâce à lui, cette organisation Illuminati est en train de devenir l'ombre d'elle-même jusqu'à obtenir le retrait du Kenya ainsi que d'autres pays de cette lugubre institution. On reprend le standard. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Pasteur Soua, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. On vous écoute, pasteur Soua.